Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je voudrais d'abord démêler les fils de chez vous, hein, parce que je voudrais qu'on soit d'accord. Hein. Je ne suis pas payé pour le travail que j'ai fait, je le fais par patriotisme. Et je ne voudrais pas que les gens me mettent trop de pression. Ok? Le soir, je prépare le balcon, je ne veux pas trop de coups de fil intempestifs. Parce que après, quand je suis désagréable, vous êtes les premiers à trouver des défauts. Dans l'histoire de la lutte gabonaise, il n'y a pas quelqu'un qui s'est investi pleinement dans le combat comme Moulenda. Donc, facilitez-moi la tâche. Je n'ai pas besoin de pression. OK? Parce que ça fait trop. Vous savez pertinemment que le soir, je prépare le balcon. Même ma famille, même mes enfants ne me dérangent pas. Donc, vous devez éviter. Parce que vous savez que je n'ai même pas assez de temps de repos. Parfois, je passe des nuits entières, là, rien qu'à préparer ces émissions-là. Je ne viens pas pour venir dégoiser les coques sur comme certains. L'émission se prépare. Je suis journaliste d'abord. Parce que je suis conscient que même d'autres professionnels me regardent. Donc, arrêtez de me mettre la pression le soir. OK? Vous pouvez écrire les messages. Maintenant, quant à ceux qui trouvent que c'est trop tardif, vous allez dormir, c'est tout. Vous vous contentez de Gabon Télévision pour des bêtises. Mais je ne veux pas subir des pressions. Il faut que ce soit clair. Deuxième chose, je ne veux pas des gens qui viennent me mettre la pression, parle de ça, parle de ça. Je ne suis pas votre porte-parole. Vous avez voté à 80 combien % là? Alors, il faut demander des comptes à vos gouvernants. Ne me fatiguez plus avec vos dossiers. Je veux que ce soit clair déjà. Parce que ce que je fais désormais, quand je termine le balcon, je ferme mon numéro. Je garde uniquement le numéro de ma famille. Et je n'ouvre le numéro que lorsque je fais le balcon. Parce que je ne peux plus supporter cette pression-là. Avant, c'était 400 appels et messages par jour. Là, nous, on est passé à 600, parfois 700. Je n'ai pas de secrétaire pour ça. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je n'ai pas besoin que vous m'envoyiez les vidéos des gens qui m'insultent. Si vous n'êtes pas capable d'aller me défendre là-bas, vous me collez la paix. Parce que tu demandes d'hypocrite, tu demandes de tartuffe. Vous pensez que j'ai le temps de préparer les émissions, le temps d'aller me défendre là-bas? Parce que ce que je fais, c'est pour ma famille. Vous pensez que moi, je ne peux pas faire comme d'autres? Je me contente des postes ou bien de l'argent que l'équipe peut me donner? Vous êtes une bande d'hypocrites. Les gens m'insultent sur ma chaîne. Il y a d'autres qui ont le courage qui vont répondre. Vous voulez que ce soit moi qui réponde encore à ça? Vous pensez que je suis encore à ce niveau-là? Je vous dis souvent que le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Si vous êtes toujours dans les distractions, laissez les gens raconter n'importe quoi. Ils vivent à partir du nom de Moulenda. On leur donne un peu d'argent. Vous voulez que je fasse quoi? Donc, depuis que vous êtes là, depuis ces années-là, vous n'avez pas vu que c'est le jeu qui arrive souvent. À chaque fois que Moulenda devient une menace par rapport à un projet funambulesque qui est établi, donc on envoie des petits lapins faméliques à la recherche de la carotte, on les envoie pour m'insulter. Vous pensez que ça me fait encore mal? Non. Au départ, ça me faisait mal. Mais après 11 ans de lutte dans cette résistance-là, dans cette diaspora de merde-là, ça me fait plus peur. On peut tout inventer. Ça me fait plus mal. Donc vous arrêtez. La personne qui m'envoie encore une vidéo ou on m'insulte, je vous bloque. J'ai une personne qui me sert de conseiller. C'est la seule qui a habilité à m'envoyer des vidéos. Si vous n'êtes pas capable d'aller me défendre sur ces pages-là, ou on m'insulte, ou on me diabolise, ne m'envoyez pas des vidéos à la con. Il faut que ce soit clair à partir d'aujourd'hui. Donc je tenais d'abord à préciser ça.
Avant de commencer cette émission, je voudrais d'abord... parce que les Gabonais, vous êtes terribles, quoi. Après, vous trouvez le défaut. Oh, il est comme ça. Oh, il s'énerve vite. Vous pouvez faire ce travail-là. Vous êtes incapable, vous, de dénoncer vos trucs. Vous voulez que ce soit d'autres personnes qui portent vos problèmes. Vous savez ce que moi, je vis en exil. Vous savez les difficultés que j'ai avec les appareils. Vous êtes incapable même de faire des cotisations quand j'ai un problème d'appareil. Et c'est vous qui me mettez la pression. Vous voulez que l'émission commence à 19h ou ça commence à 20h. Vous savez combien ça prend? Il faut faire des montages avec les téléphones portables. Bientôt, je vais arrêter ça d'ailleurs. Comme ça, vous allez rester dans votre merde avec vos activistes de pacotis que vous applaudissez lorsqu'ils m'insultent. C'est ça. Je vous dis l'information que je vous donne. Vous n'allez pas trouver ça nulle part ailleurs. Parce que c'est Moulenda le journaliste. C'est Moulenda qui a vraiment des sources à l'intérieur de ce système-là, dans les arcanes du pouvoir. Le jour que je m'étais là, vous êtes mort. Et si vous ne jugez pas de l'opportunité d'avoir un journaliste assermenté qui a des relations dans les arcanes du pouvoir, vous allez regretter quand il ne sera plus là. Je passerai à autre chose. Donc, ce sont mes derniers lives que j'ai fait. J'ai une carrière d'écrivain, une carrière de journaliste, d'enseignant. Je vais me consacrer à ça. Et vous allez vous débrouiller à votre merde. Parce que vous confondez tout dans cette résistance-là. Vous êtes même incapable d'identifier les gens qui sont payés pour salir. Vous allez parfois clamer là-bas. Et ça, là, ça ne peut plus continuer. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes là pour éduquer aussi. Je veux que ce soir, on soit d'accord sur un terme. Le terme extrémiste que j'ai toujours employé, tout le monde s'est approprié ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas un mot d'ici. C'est un mot français. Le nom extrémiste, je l'ai employé pour la première fois avec les Batéké. Je disais les extrémistes Téké. Ça a été mal compris. Quand j'ai dit les extrémistes Téké, je les ai insultés. Et d'autres ont dit, oh, ils diabolisent tous les Batéké. Non. C'est un groupe. Donc, ce soir encore, je sais que les partisans des raccourcis intellectuels vont encore dégoiser le coq-cigru. Mais je veux que ce terme-là soit compris par tout le monde. Quand je parle d'extrémiste, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'un extrémiste? Un extrémiste est une personne qui donne des opinions, enfin, qui adopte des opinions ou des comportements radicaux, souvent en opposition avec les valeurs, normes ou lois généralement acceptées par la société. Il faut retenir cette définition-là. Un extrémiste est une personne qui adopte des opinions ou des comportements radicaux, souvent en opposition avec les valeurs, normes ou lois généralement acceptées par la société. L'extrémisme peut se manifester dans différents domaines, tels que la politique, et c'est le cas en ce moment, la religion ou l'idéologie. Et l'extrémisme, sachez-le, implique souvent une volonté de recourir à des moyens radicaux ou violents pour atteindre ses objectifs. Donc, il faut qu'on retienne ce terme-là une fois pour toutes. Parce que la personne qui viendra ce soir, quand je vais donner la parole, me dire que j'ai encore insulté là, tout de suite, je bloque. Parce que j'en ai marre. Donc, il faut qu'on soit d'accord. Et j'ai souvent parlé des extrémistes Téké, Batéké, c'est ce nom.
les extrémistes Téké, à chaque fois que j'ai parlé de ça, j'ai rarement vu les Batéké sortir, m'insulter. J'ai rarement vu les Batéké me menacer de mort. Il y avait un petit lapin une fois qui s'est essayé à ce jeu. Mais je crois qu'il est rentré dans ses petits souliers. Donc, j'ai souvent, depuis 2016, c'est depuis 2016, 2015 même, que j'emploie le terme extrémiste Téké. Tout au long du règne d'Ali Bongo, j'ai utilisé le terme extrémiste Téké. On ne m'a jamais proposé la guillotine. Lorsqu'Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, comme il a son père qui est fan, il y a eu un certain nombre de citoyens de cette communauté qui ont adopté un comportement frisant l'extrémisme. Et je les ai donc appelés extrémistes fans. Évidemment, ça n'a pas été apprécié. Tout de suite, on a appelé Passé Moulenda la guillotine. Mais je m'en tamponne le coquillard. Je suis là pour dire les vérités. Et les vérités que je vous dis ce soir, ça va encore pousser ceux qui seront gênés aux entournures à m'insulter. Ça m'est égal. Donc, Oligui Nguema a pris le pouvoir. À la suite de ce coup d'État fait contre son cousin Ali Bongo. Et lorsqu'il prend le pouvoir, naturellement, il y a beaucoup de membres de la communauté de son père. Donc, beaucoup de membres de la communauté fan qui ont vu une occasion d'obtenir indûment ce qu'ils n'ont pas pu obtenir sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, ou pas suffisamment. Parce qu'il y a ceux qui en avaient déjà suffisamment. Donc, ils se sont dit, ah, c'est notre tour. On a écouté cette phrase-là. On a d'ailleurs vu des choses qui, au-delà, pour les exprimer, restent inimaginables. On a vu, par exemple, l'association des oncles et tantes du président, en abrégé ATOUN. Chose qu'on n'a jamais vue sous Omar Bongo. D'abord, sous Léon Mba, on n'a jamais vu ça. Sous Omar Bongo, encore moins sous Ali Bongo. Et nous avons, nous qui sommes épris de paix et de justice, nous avons tous dénoncé cela. Donc, association des oncles et tantes d'Oligui Nguema, en abrégé ATOUN. Parce que nous estimons que le Gabon est unique et indivisible. Malheureusement, lorsqu'Oligui Nguema a pris le pouvoir, donc ces extrémistes-là, je dis bien extrémistes, ce n'étaient pas tous les fans, parce que tous les fans n'ont pas suivi Oligui. Il y a eu un groupe, notamment ceux du canton Bissok, qui ont suivi Oligui. Et il y a eu aussi d'autres provinces. Et il y a eu quelqu'un, c'est Jean-François Toutou-Memane, ancien maire de Libreville. Ancien maire de Libreville, ancien premier ministre, ancien ministre de l'Habitat, et bien d'autres titres qu'il a cumulés. D'ailleurs, on l'appelait Jackie 1000 encyclopédies ou Jackie 1000 diplômes. Donc, Jean-François Toutou-Memane a réveillé un vieux concept de unifant. OK? C'est un vieux concept
historique hein, qui date d'un congrès qui s'était tenu à Minsk, dans le nord, en 1947. Donc, en 1947, il y a eu un congrès à Minsk, porte d'entrée dans la province du Wollo-Tem, dans le nord du Gabon. Il y avait eu un congrès qui s'est tenu là-bas parce que, naturellement, il y avait les femmes de la Guinée équatoriale, du Cameroun et du Gabon qui voulaient former un ensemble. Et à l'époque coloniale, cette idée a été combattue. C'était présenté comme un danger pour la société. Donc, Léon Mba avait répondu à l'époque Gabon d'abord. Il faut que vous compreniez pourquoi il avait dit Gabon d'abord. À partir de concepts, il avait vu le concept tribaliste qui se développait. Il avait dit non, Gabon d'abord. On est fan, d'accord, mais on est Gabonais d'abord. On doit se servir, mais on doit d'abord penser au pays. Le concept était vaste, mais c'était pour réduire ces velléités-là des personnes qui voulaient composer un grand groupe pour phagocyter les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Léon Mba n'a pas donné son blanc-seing à ces projets. Omar Bongo n'a pas donné aussi son blanc-seing à ces projets. Et il est resté dans les tiroirs parce qu'il représentait une menace pour la cohésion sociale. Il y avait quelqu'un qui défendait ça déjà dans la sous-région, c'était au Cameroun. Le président Paul Biya, il n'était pas encore président. En 1979, il n'était que premier ministre du président Ahidjo. Et il avait ses relents. Omar Bongo n'était pas d'accord. Si bien qu'un jour, lorsqu'il est arrivé en 1979, qu'il arrivé à Libreville, il était premier ministre. Le président Bongo l'a fait recevoir par... Il était porteur des messages du président Ahidjo. Le président Bongo a dit, Léon Mébiam, qui était premier ministre à l'époque, il a dit, reçois ce tribaliste-là, moi je ne veux pas le voir. Et c'est Léon Mébiam qui a reçu son homologue, ce qui était normal. Il n'était pas obligé de le recevoir. Il avait un premier ministre et Biya était premier ministre à l'époque. Mais Biya a mal perçu ça. Et lorsque... Parce qu'il faut que vous compreniez comment Biya est arrivé au pouvoir. Il était premier ministre d'Ahidjo. Et après, Ahidjo était malade. Donc, les réseaux france-africains de Focard et tout se sont entendus. Ils ont vu que Biya était quelqu'un de loyal. Donc, ils ont fait un coup. Quand il est tombé malade, ils se sont entendus avec son médecin pour dire, bon, il faut sortir un diagnostic qui dit que le président Ahidjo n'a plus à vivre pour longtemps. Donc, il faut qu'il cède son poste au premier ministre Paul Biya. Ils se sont entendus comme ça. Et évidemment, ils ont convaincu, monsieur le président, on n'a plus assez de jours à vivre. Et il va falloir que tu cèdes la place. Et le président, Ahidjo, n'était pas quelqu'un à problème. Il a cédé le poste. Et au terme du délai qui avait été retenu dans son dossier médical et qu'il allait mourir dans 6 mois, il n'est pas mort, il est resté là, il a dit ben non. Donc les Blancs là se sont foutus de moi. Il s'est rendu compte que c'était... Mais Biya était déjà au pouvoir. Il avait déjà changé déjà l'architecture militaire, donc l'armée. Il a voulu faire un autre putsch pour chasser parce qu'il s'est rendu compte qu'on s'est joué de lui et qu'on a voulu juste l'écarter. Bon. Et comme Biya avait déjà mis des hommes de confiance, notamment le chef d'état-major qui est là toujours un vieux, son nom va me revenir de toute façon d'un moment à l'autre. Donc le président Ahidjo n'a pas tenu. Et après, je crois, il est resté en exil. Il est allé en exil à Dakar, il est mort là-bas. Son corps est même resté là-bas. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas amené ce corps-là au pays? Bref, donc quand Paul Biya arrive au pouvoir, il y a à côté aussi, il y a Obiang Nguema qui a exécuté son oncle. Son oncle, Mathias Nguema, qui était déjà en conflit avec
le président, avec le Gabon, avec le président Bongo notamment, qui avait une fois pris ses gants pour aller hein, pour un pugilat, et qui avait fini par capituler, laissant l'île Mbagné donc comme propriété du Gabon. Et ça, Obiangema n'a jamais accepté ça. Donc Obiangema s'est arrangé pour qu'on le capture quand il a fui vers le Gabon. On l'a livré et il a fini avec son oncle. Et quand lui, il arrive donc au pouvoir, il dit, bon, à côté, il y a le président Paul Biya, c'est un fan. Moi, je suis fan. Il faut qu'on se batte pour former un grand groupe uni fan qui va donc qui va gérer cette région d'Afrique centrale, donc le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais le président Bongo dit, pas ça ici, pas chez moi. Parce qu'il avait des conseillers qu'il avait déjà prévenus par rapport justement... merci Admire pour la précision. Vous savez, j'ai trop de choses dans la tête. Donc, du coup, le président Bongo dit, hors de question. Il a eu un premier ministre comme Léon Mébiam, qui a fait 30 ans, parce que le premier ministre qui a plus duré, c'est Léon Mébiam. 30 ans. C'était un fan. Il a dit à Léon Mébiam, ça là, ça n'aura pas lieu ici dans mon pays. Parce que si vous faites ça, c'est un danger pour les autres communautés. Et puis, il comprenait aussi des dangers sur le plan politique. Il pensait que si ces groupes-là étaient unis au Cameroun, ça allait être un danger pour les autres. Il a dit, pas ça ici. Donc, les initiateurs de ces projets ont ravalé leur kit. Parce que, naturellement, le président qui était là ne pouvait pas tolérer ça. Le Omba n'a pas toléré ça, Omar Bongo n'a pas toléré ça, donc c'est resté en veilleuse. Et Oligui Nguema arrive au pouvoir, et je vous précise, que tous les premiers ministres qui étaient jusque-là étaient tous fins. Léon Mébiam, fin. Casimir Oyemba, fin. Paulé Obama Nguema, fin. Bon, en passant par les Biogemba, les Nzafé, comment il s'appelle, Nzafé, mon voisin aux Anglais, Jaye Gendon. On a eu aussi l'homme de Toum, comment il s'appelle, Julien Kogebakali. Donc, c'était une géopolitique qui avait été faite et ces postes étaient réservés aux femmes prioritaires des femmes de l'estuaire. Après, Ali Bongo est arrivé, il a essayé de changer, il a amené ça dans le Wellington. Mais jusque-là, il ne se sentait pas parce que pour eux, il fallait, comme Léomba, le premier président du Gabon, avait, en partant, s'était arrangé avec le réseau Focard, a laissé le flambeau, a passé le flambeau à Omar Bongo, qui était son vice-président. Déjà, les femmes n'ont jamais compris ça. Ils ont dit, comment il a laissé, enfin, je dis les extrémistes, hein, ceux qui étaient là, les extrémistes n'ont jamais toléré que le président Léomba passe le pouvoir à un bilope, donc quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Ça a été mal perçu. D'ailleurs, beaucoup ne le glorifient pas. Hein. Mais je vous avais déjà expliqué ici, pour ceux qui se connectent, par exemple, sur TikTok, qui ne connaissent pas l'histoire là, le président Léomba n'avait pas trop manifesté, il n'avait pas ce goût prononcé là, ce tribalisme prononcé, il n'avait pas ça. À cause de son éclectisme, à cause certainement de ses influences avec les autres communautés, il n'avait pas ce goût prononcé là pour uniquement son ethnie. Donc, un événement va se passer, c'est lorsque le président du Libéria arrive au Gabon,
il a besoin d'officiers supérieurs pour aller accueillir son homologue à l'aéroport. Il n'y en avait pas beaucoup, nous sortions justement de l'indépendance, on n'avait pas encore assez d'officiers formés dans ce domaine. Donc le président Léon Mba va voir dans son entourage, il voit son neveu, nommé Esson, je ne sais pas s'il vit encore, et va faire de lui un officier pour aller accueillir le président du Libéria qui venait au Gabon. Mais quand le président du Libéria s'en va, il ne lui enlève plus le canon, il ne peut pas rétrograder. Donc, une fois le président parti, Esson, avec ses amis Mombo, Moulopo, Esson va voir maintenant les autres pays. Mais les gars, on a maintenant des galons, mais on peut prendre ses pouvoirs. Pourquoi laisser ça au main de mon oncle? Nous-mêmes, on peut prendre le pouvoir. Donc, le neveu de Léon Mba va donner des idées à ses frères d'armes du Sud. Donc, Moulopo, qui était de Mimongo, Mombo également, qui était, je crois, de Langouni, pour dire qu'il faut qu'on prenne le pouvoir. Les autres, à un moment donné, sont d'abord indécis. Ils se disent, mais est-ce que ce gars-là n'est pas en train de nous tester, aller dire à son oncle après que nous voulons faire un putsch? Donc, il n'accepte pas d'abord. Mais il va ressasser ça. Il dit, regarde, je ne blague pas, je suis sérieux. Alors, ils vont mettre en place l'idée. Mais sauf que celui qui connaît très bien Léon Mba, c'est Esson, son neveu. Parce qu'il mange avec lui. Il est dans sa sécurité. Il le conduit partout. Il amène même chez les Nganga parce que le président Léon Mba était initié même au Bouiti. Donc, il connaissait les secrets de son oncle. Donc, il était la personne la mieux placée pour déboulonner son oncle. Mais il va dire donc à ses frères d'armes qu'écoutez, on peut réussir à renverser le président qui est mon oncle. Mais seulement, pour réussir, il faut qu'on fasse le putsch là, au moment où il dort, parce qu'il a, une protection qui le porte. Mais quand il dort, il enlève ça. C'est là où il est vulnérable. Mais s'il a cette protection-là, il peut disparaître. C'est un homme mystérieux. Les autres vont dire, bon d'accord, mais c'est toi qui es avec lui, donc tu nous donnes le top. Et il y a déjà des agents de renseignement qui vont dire au président de Omba que, mais, monsieur le président, votre neveu là qu'on appelle le Son, là, il est en train de vous préparer un coup. Le président Omba dit, quel est Son? Mon neveu là? Oui. Le fils de ma soeur là? Oui. Non, c'est pas vrai ça. Vous voulez me dresser contre mon neveu? Et puis, à table, il est avec sa femme, il y a Esson qui est là. Donc, il mange, et le président Lomba dit, Esson, oui, monsieur le président, il paraît que toi, tu veux me faire un coup d'État. Oh, comment ça, monsieur le président? Il dit, oui, j'ai appris, moi je dis seulement que je suis au courant. Il paraît que tu veux faire un coup d'État. Je dis, monsieur le président, c'est les gens qui veulent juste nous brouiller. Le président Lomba dit, ok, moi je voulais seulement te dire que je suis au courant. Donc, quand il finit de manger, il va maintenant dormir. Le soir, nous sommes dans la nuit du 7 février 1964. Mais lorsque Son quitte, là, quand le président va dormir, il va voir ses collaborateurs, ses collègues. Il va voir Moulopo, il va voir Mombo et d'autres. Vous dites, mais les gars, le type là déjà informé. Il est informé de ce qu'on va lui faire. Il faut qu'on le dégage maintenant. Sinon, il va nous dégager et il va nous envoyer en gâteau. Alors, je dis ça. Oui, il m'a demandé ça quand nous étions à table. Il m'a déjà dit ça. Il faut qu'on agisse vite avant qu'il ne nous fasse arrêter. Mais Moulopo, qui conduisait la Jeep du président,
Et Mombo vont dire, ok, on va le faire, mais on ne lui fait pas de mal. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, oui, on ne tue pas, c'est mon oncle, comment on va le tuer? Donc, ils vont aller capturer le président de Omba, qui dormait, et qui avait enlevé sa protection, qui pouvait le faire disparaître. Et il sort même, on le fait sortir de la pièce. Torse nu, il n'a même pas de chemise. Même le pantalon, il met disons, c'est dans la voiture qu'il va mettre la ceinture. Direction, le pauvre là, et mon beau, direction, le moyen de jouer. Njolé, Lambarene. Ils vont en Njolé. Mais le président Lomba est dépassé, il dit, mais comment ça? Esson, c'est toi le fils, toi mon neveu, tu es mon enfant. Il dit, ah, il dit, toi, tu n'es plus président. Et on va arrêter tout le monde, tout le gouvernement, sauf Paul-Marie Yembi qui était en vacances chez lui dans l'Angoulé, qui était en week-end. Et ils vont le déporter là-bas. Les militaires vont prendre le pouvoir. Et puis ils vont dire, on laisse le pouvoir à un civil. Léomba est là-bas. Et arrivé là-bas, au lieu de déportation, il y a même une montagne quand vous allez en Njolé là. Là, ils l'ont gardé. Et ils vont dire, bon, donc Esson va dire, bon les gars, c'est vrai qu'on est tombé d'accord pour ne pas finir avec lui. C'est mon oncle, mais nous sommes obligés de finir avec lui. Si on ne finit pas avec lui, la France va le rétablir et tant pis pour nous. Et c'est comme ça que les autres disent, ah non, 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 on ne s'est pas entendu comme ça. On ne s'est pas entendu qu'on doit finir avec lui. On l'a déjà enlevé, il n'est plus là-bas, il est avec nous ici. On le garde en captivité, mais il est hors de question de le tuer. Son propre neveu va dire, non, il faut qu'on en finisse avec lui. Les autres vont s'opposer. Moulopo et les autres. Mais c'était majoritairement les gardes du Sud. Alors, puisque tout le gouvernement est arrêté, même le président Omar Bongo, enfin, qui était qui était son collaborateur, directeur de cabinet, je ne sais pas à l'époque, premier ministre, tout ça, tout le monde est arrêté, tout le monde est ngata, sauf Paul-Marie Yembi. Et l'armée française va donc aller prendre Paul-Marie Yembi pour dire que tu dois signer la réquisition pour que nous, on aille libérer le président Léomba qui est en captivité dans le Moyen-Orient. Donc, Paul-Marie Yembi va rentrer, il va signer la réquisition. Bon, signer, parce que il n'était pas lettré, hein, ça il faut dire la vérité. Et l'armée française va débarquer là-bas avec toute sa force et va arracher le président Léomba des mains de ses ravisseurs, dont son propre neveu, Moulopo. Mais il va être traumatisé. Il dit, comment ça? C'est mon neveu que j'ai nourri, j'ai fabriqué, j'ai fait tolérer peinture, j'ai donné des grades. Qui me fait ça? Et il va faire comme une malédiction parce que c'est un homme spirituel puissant. Il dit, tant que je vis, même après mon départ, ce pouvoir-là ne reviendra pas aux gens de ma communauté. Et il est venu même en France. Ils ont écrit ça noir sur blanc avec les accords avec les Français. Que jamais. Et il va donc être contraint de donner le pouvoir à un sudiste, Omar Bongo, en s'entendant avec Jacques Foccart qu'il avait identifié après l'avoir envoyé à Brazzaville comme étant comme agent de renseignement à la poste, parce qu'Omar Bongo était à Brazzaville, c'était un agent de renseignement de la France, l'armée française. Son travail, c'était d'ouvrir le courrier là, pour regarder s'il n'y avait pas des tracts, des trucs qui étaient nuisibles. Bref, donc Omar Bongo, qui s'était bien distingué, qui était très intelligent, du coup, Omar Bongo va être l'héritier. Mais ça va être très mal perçu donc par les inspirateurs de l'UNIFAN. Comment il a fait ça? C'est un traître. Comment il peut donner le pouvoir à un bilobe? C'est pas normal. Mais ils vont ruminer ça. Ce qui fait que même la mémoire, que même Léomba n'est pas assez glorifié. Il n'est pas assez glorifié parce que, bon, pour eux, c'est un traître.
Mais Omar Bongo va quand même reconnaître, il va être reconnaissant vis-à-vis de la famille de Lomba, il va mettre sur le piédestal la famille de Lomba, il va de temps en temps nommer des membres de cette famille-là dans la sphère décisionnelle de l'État, parmi lesquels Jean Yegendon, son neveu, et bien d'autres. Bref, il va être reconnaissant. Et puis, la roue de l'histoire tourne. Ali Bongo, Omar Bongo meurt en 2009. Il y a des gens qui disent, bon, voilà, c'est l'occasion, Omar Bongo est mort. Celui qui avait pris notre pouvoir, il faut qu'on le récupère. Donc, déjà, Jean Yegendon va développer un discours virulent aux obsèques de Omar Bongo, parce qu'il veut absolument être candidat. Il veut récupérer le poste que son oncle avait donné à un bilope. Donc, Jean Yegendon va au Cameroun, il va voir Paul Biya, il va en Guinée équatoriale, il va voir le président Obiangema, qui va lui donner, je crois, 3 milliards pour faire la campagne. Moi, il m'appelle, puisque c'était mon voisin, il m'appelle pour dire, bon, tu vas faire la campagne, machin, tout ça, je sais que tu es très célèbre, et puis je dis, il n'y a pas de souci. Et puis, il va avoir une multitude de candidatures fonds. On va voir André Mbaobam qui va déclarer sa candidature depuis l'Espagne où était mort le président Omar Bongo. On va voir l'ancien premier ministre Casimiro Yemba qui se présente aussi. On va voir la candidature de Jean Yegendon. Mais ça fait trop. Donc les promoteurs de ce concept de l'uniforme, le président Paul Biya et le président Obiangema, vont dire non, si vous voulez gagner, puisque vous représentez 28% de la population gabonaise. Avec 28% de la population gabonaise, vous ne pouvez pas gagner l'élection si vous partez en ordre dispersé. Donc, il faut que vous retiriez, vous laissez une seule candidature. Et de toutes les candidatures que vous avez, la meilleure est celle d'André Mbaobam. André Mbaobam, il est ministre de l'Intérieur, il connaît le Gabon très bien. Mais encore, il a une télévision TV+, qui est un outil important, non négligeable dans la campagne électorale. Donc, ils vont demander à Casimiro Yemba de retirer sa candidature. Ils vont demander à Jean Yegendon de retirer sa candidature et pour favoriser justement celle d'André Mbaobam. André Mbaobam va faire la campagne de manière tonitruante, brillant, demandant même pardon, se mettant à genoux. Moi, j'étais avec lui. Même quand il est arrivé à Mouila, c'est moi qui organisais l'arrivée à Mouila avec l'autre. Bref. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la France avait décidé que ce soit Ali Bongo. Donc, peu importe. Donc, on va déclarer gagnant Ali Bongo. Deuxième, on va déclarer Pierre Mambundu avec 25%. Ali, c'était 26, 28, comme ça. Et André, 24. André va voir ses résultats. André Mbaobam me dit, mais c'est pas possible. C'est moi qui... Il va à ONG d'abord. Il va voir Pierre Mambundu. Il le félicite. Et quand il repart, il dit, non, c'est pas lui. Je sais que Mambundu est trop calme. Moi, je réclame cette affaire-là. Il prend ses responsabilités. Quand il arrive, il dit, c'est moi qui ai gagné. Et puis, ça va se passer dans tout ce que vous avez vu là. Il y a eu des meurtres. On a tué les gens à Libreville, à Port-Gentil, bref. Et donc, les promoteurs de l'UNIFRANC sont dessus une deuxième fois. Ils disent, comment cette affaire-là? Est-ce que c'est la malédiction de Lomba qui nous poursuit? Comment on a raté cette affaire-là? Alors, la roue de l'histoire tourne et Ali Bongo arrive au pouvoir. Après 14 ans au pouvoir, il va être renversé par son cousin Brice Clotaire Oligui Nguema, fils de M. Nguema, qui est fort,
du canton Bissok avec des ramifications, avec des origines en Guinée équatoriale également. Et bingo! Donc les promoteurs de l'uniforme vont relancer leur concept. Souvenez-vous, en mars, j'avais rappelé ici, l'ancien Premier ministre, Jean-François Toutou-Mémane, va réunir tous les fonds à sa résidence. La nuit, de 22h à 3h du matin. Et Oligui est parti là-bas. Il est parti déposer 2 milliards de francs CFA. Je vous avais dit ça ici. Et j'avais dénoncé ça. Donc, sauf qu'il va se passer quelque chose. Ils vont dire, oui, voilà, nous avons le pouvoir, c'est notre fils. Oligui Nguema, c'est notre fils. Nous avons maintenant le pouvoir. On doit l'encadrer. Donc, tous les fonds doivent être derrière lui. Et même lui, quand il vient, il n'est pas pour rester. C'est eux qui vont dire, non, nous, on a longtemps couru derrière cette affaire. Il est hors de question que tu lâches. Son père, notamment, va le prendre. Il va l'amener en Guinée équatoriale. Le présenter à son oncle Obiang Nguema. Souvenez-vous, j'avais diffusé une vidéo ici où il parlait en langue. Et lui-même, Oligui, on met ça dans sa tête. Et Oligui, sauf que ce qui va se passer déjà dans la nuit, où ils font leur réunion chez Toutou-Mémane, de 22h à 3h du matin. Donc, Oligui Nguema va laisser 2 milliards de francs CFA. Mais tout au long, ils vont parler en langue. Oligui Nguema ne pige aucun mot. Il ne comprend pas. Sauf qu'ils vont sortir. Ils vont avoir un traducteur, mais à qui on dit de ne pas tout dire à Oligui. Et ils vont traiter Oligui de oncle quoi. Donc, fait ma boule. Donc, il ne comprend pas, c'est ma boule. Parce qu'il parlait en langue. Je disais, non, il ne comprend pas, c'est ma boule. Mais sauf qu'il y a toujours un traître qui va dire à Oligui, mais en fait, il vous disait, mais c'est que vous êtes ma boule, vous ne comprenez pas. Oligui dit, ah, les gens là m'ont abandonné. Et tout ce que j'ai fait, on mettait toujours de ma boule. Ok, je me sers d'eux uniquement pour les élections. Après, le reste, on verra après. Et même quand il arrive à Oyem chez son père, il va avoir la même phrase là, il ne comprend rien, oh, c'est ma boule. Mais je vous dis, Oligui n'est pas aussi ma boule que ça. Hein. Parce que s'il était ma boule, hein, il aurait déjà perdu le pouvoir là. S'il était ma boule, il n'aurait peut-être pas fait le coup d'état là, il n'aurait pas réussi. Même si on veut l'embêter en disant le Maboule Oligui, mais il n'est pas aussi Maboule qu'on le croit. Parce que quand il a fait son truc là, il a caché ça à tout le monde. Il a fait venir les autres pour dire, bon, venez, je vais vous donner l'argent de la campagne. Là. Et quand tous les militaires sont arrivés là, les généraux là, on les a désarmés à l'entrée. Maintenant pour dire, bon, écoutez les gars, c'est terminé avec Kali Bongo, on arrête ça. Donc il avait, parce qu'il sait que s'il avait parlé, ça aurait échoué parce que le Gabonais c'est un traître. Donc, il va souffrir déjà, avant la campagne, il va souffrir de ce traitement discriminatoire, on va le traiter de Maboule. Il va essayer, parce que vous savez vous-même qu'il n'a pas été élevé par son père. Son père l'a d'abord reconnu, il n'a pas été élevé par son père. Oligui est un pur produit Téké, il a été élevé par les Téké. Et qui ont mal vu ce basculement vers son père. Parce que son père, comme il a reconnu lui-même, il a découvert à plus de 20 ans quand il allait maintenant au Maroc. On écoute d'ailleurs son père. J'étais déjà un intendant de lycée et collège. Un jour de travail, la secrétaire du CIS m'appelle, Monsieur l'intendant, quelqu'un vous a appelé de Libreville, il dit qu'il va vous parler demain. J'arrive au travail demain matin, il m'a appelé, Monsieur l'intendant, on a besoin de vous au téléphone. Je suis allé, j'ai pris le téléphone, mon téléphone dans mon bureau. Donc, il s'agissait d'un homme qui me faisait l'enquête en me demandant « C'est vous, monsieur Nguema Florentin ?» J'ai répondu « Oui ». « Vous avez enseigné où et où ?» J'ai dit que j'étais enseignant dans l'Angounier plusieurs temps et dans l'Anianga plusieurs années.
Mais après la Nyanga, on m'affecta dans le Haut-Tougoué. Dans le Haut-Tougoué, dans quelle ville et dans quel village? J'ai dit que j'étais affecté dans un village appelé Mboueni. Avec un piga, Alice, vous avez fait quel enfant? J'ai dit oui, j'ai fait un enfant de sexe masculin. Comment s'appelait-il? J'ai dit l'enfant, que le nom de mes beaux-parents m'ont donné, c'était Oligui Nguema Brice Clotaire. C'est à partir de là, nous avons pleuré, lui et moi, au téléphone. C'est là où il m'annonça que papa, je m'en vais au Maroc. Le président Bongo m'envoie au Maroc pour une formation militaire. Voilà. Donc, vous voyez que cette vidéo-là, c'est un aveu qu'ils n'ont jamais élevé cet enfant. Parce que c'est un enfant qui est déjà majeur, il a plus de 20 ans. Le président Bongo l'envoie à l'école royale, à l'académie militaire du Maroc. Donc, c'est eux qui l'ont élevé. Mais, malgré ça, Oligui Nguema a montré tout son amour à son père. Déjà, il a choisi comme premier ministre le neveu de son père, Paulin, comment il s'appelle, le neveu de son père, Raymond Donsima, hein, parce qu'il faut vous dire que, faut être honnête, hein, les gens viennent raconter des conneries là, ils ne savent pas qu'il y a des liens de famille entre eux. Donc, il va donner le poste de premier ministre au Volontaire. Il va nommer même DGB son propre petit frère. En tout cas, il va faire la part belle à ses parents paternels. Ça va commencer déjà à faire grincer les dents dans l'Haut-Tougoué. On crie tout de suite à la trahison, que comment cet enfant qu'on a nourri ici seul, le père n'était pas là, donc il apparaît maintenant parce que le fils est maintenant président, c'est pas normal. Et puis, et les Bateke, les Mboronso et tous ceux vont se réunir là-bas pour commencer à critiquer. Et puis, les moins extrémistes vont dire ah non, ne faisons pas de bruit, on attend juste après les élections et après on pourra régler le cas de ces envahisseurs-là. C'est comme ça qu'ils les appelaient, envahisseurs. Donc, l'élection va se passer et Oligui Nguema va être plébiscité là, ce score à la soviétique de 94,1. Bref. Et il va donc s'asseoir avec ses parents Bateke qui vont lui dire, bah, écoute, c'est nous qui t'avons élevé. On t'a laissé faire pendant la transition. Maintenant, là, la transition est terminée. Tu ne fais plus ça là. Leur donner tous les postes de souveraineté, tout ça, c'est bon, tu arrêtes ça. C'est nous qui t'avons fabriqué. Donc, Oligui Nguema dit oui, je vous comprends, je vous écoutais, mais vous savez que je l'ai fait à but électoraliste. Donc déjà, il va dégommer le neveu de son père, Raymond Donsima, qui était premier ministre. Il ne va pas le ramener. Il va virer aussi son petit frère, il s'appelle comment, Aurélien Mitsa. Il va se passer beaucoup de choses. Donc, et dans ce gouvernement, eux, ils attendaient la part belle, ils voulaient se tailler la part belle. Mais Oligui aussi conditionné par ses parents maternels. Donc, il va avoir des premières frustrations. Vous avez vu les articles de presse. Première frustration. Donc, les extrémistes fins vont se réunir pour dire, vous voyez le type là? Il nous a joué, il s'est servi de nous. On a fait la campagne pour lui. C'est nous qui avons fait sa force, sa base électorale. Comment il peut nous faire ça? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendaient de plus. Ils ont eu le ministère du pétrole. Il y a beaucoup, dans le gouvernement, sur 30 combien de ministres là, il y a au moins 12 ou 11 qui sont de la communauté. Mais pour eux, c'est insuffisant. Donc, ils vont multiplier les réunions. Et ils vont donc décider, ils vont le traiter de traître. Bon, le pauvre Oligui, hein, ce n'est pas mon ami, mais je vous explique clairement les choses, comment ça se passe. Donc, Oligui va se trouver pris en sandwich. Là, le côté maternel qu'il avait déjà traité de traître, et de l'autre côté, le côté paternel qui le traite de traître parce qu'il n'a pas donné tous les postes qu'il voulait. Mais il dit, il n'a pas de choix. Et c'est pourquoi vous avez vu même qu'il y a beaucoup de communautés qui ne sont pas représentées là. Parce qu'il fallait faire la part belle à la communauté de papa.
Sauf que c'est compliqué. Le dosage n'était pas aussi facile. Oh là, TikTok coupe là, c'est pas vrai ça. Bon, on va démarrer sur TikTok, hein, parce qu'après on va passer aux choses sérieuses. Ah là 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 là, c'est compliqué avec TikTok. On ne peut pas faire une heure sans... Il faut redémarrer vos histoires de TikTok là. Je crois qu'à Manji Telecom, il faut qu'on crée un réseau qui est plus efficace que TikTok, parce que là, ça fatigue, quoi. Hein? Manji Telecom va créer un vrai réseau, parce que TikTok me fatigue. À chaque fois, après une heure, il faut redémarrer. Ça veut dire quoi ça? Donc, Oligui va se trouver en difficulté, mais il dit, bon, la campagne est derrière moi, il change. Quand il va casser, il envoie des gens casser plein Oreti, des extrémistes forts vont se réunir pour dire aux gens là, vous voyez, mais il est ingrat ce type-là. Nous, on a fait sa base électorale, en retour, il est bien cassé. Mais on ne doit pas garder ce type-là. Donc, il commence à mijoter le plan. Il commence, on va relancer le live sur le... On va continuer à lancer le live sur TikTok. Hein. Donc, tout ça, il va se multiplier, beaucoup de choses qui vont conforter les gens dans l'idée selon laquelle ils ont aidé la panthère à traverser la rivière. Alors, ils vont voir dans le dispositif. Donc, les extrémistes, il faut que vous le voyez, hein, faut que vous le voyez toujours, parce que moi, il faut qu'on le présente. Voilà. Donc, il y a un qui va être au cœur du dispositif. Il faut que je sorte sa photo. Pourquoi je n'ai pas téléchargé ça? C'est quand même bizarre. Hein? Il y a quand même... Je ne sais pas, il y a des gens qui font le demander là pour que je ne télécharge pas les photos. Bref. Vous connaissez. Dans le dispositif là, c'est celui-là. Vous qui êtes sur TikTok là. Aurélien Minta. C'est le petit frère d'Oligui. C'est le fils de son père. Donc, c'est son petit frère. Même s'ils sont seulement même père, ils ne sont pas même mère. Et donc, le père d'Oligui, lors de leur réunion, en disant, il faut qu'on récupère cette affaire-là. De toutes les façons, pour eux, d'abord, ils n'avaient jamais été aussi proches du pouvoir. OK? Ils n'avaient jamais été aussi proches du pouvoir. Et avec Oligui, ils se sont dit, ah, on a déjà un pied dans l'antichambre. Donc, il faut qu'on récupère ça. Ils vont donc mijoter déjà un plan. Vous avez appris que la première fois, le plan était effroyable. C'était Pierre Bingema, le petit frère d'Oligui. Est-ce qu'il est même là on l'a oublié là, là, il est fort. Donc, Biban, qu'on va vouloir mettre au devant de la scène en disant, mais toi qui es proche de lui, il faut que tu règles son cas. Donc, ils vont décider de vouloir régler son cas pendant une séance de sport. OK? Une séance de sport au bord de mer. Mais Oligui va être alerté et il va s'en méfier. Deuxième fois où ils vont vouloir régler son cas, c'est lors d'un match qui opposait le Gabon, je crois à quel pays là. Il y a un match qui s'est passé à Franceville, où on a coupé le courant. C'était là où ils l'ont raté pour la deuxième fois. Donc, ils vont rater Oligui parce qu'il y a quelqu'un, lorsque le courant s'est coupé, ils attendaient qu'Oligui sorte dans le noir et puis ils finissaient avec lui. C'était ça le plan. Malheureusement, lorsque le courant s'est coupé, il y a quelqu'un de sa sécurité qui a dit non, monsieur le président, vous ne pouvez pas bouger. Il pressentait quelque chose ou il était informé de quelque chose. Vous ne pouvez pas bouger, il fait non, jusqu'à ce que le courant revienne. Donc, ils l'ont maintenu là. Or, il attendait à la sortie, dans le noir. Donc, il est resté là, ils l'ont raté. Et puis, donc, il a compris tout ce qui se passait. Donc, il décide donc, de revoir tout le dispositif. Il va éloigner Pierre Bingema, son petit frère, parce qu'il savait déjà que les extrémistes s'étaient déjà réunis plusieurs fois pour dire qu'il faut étudier les moyens pour élaborer. Donc, là-dedans, donc, on va se retrouver. Et la première fois d'ailleurs, quand ils vont se retrouver, une photo. Oui, j'ai la photo Biban. Il faut que je l'envoie. Mais vous connaissez Biban quand même, hein? Je crois que vous connaissez Biban. Hein? Pierre Bingema, c'est un bandit aussi. Hein? C'est un voyou.
Attendez que vous... Peut-être que... Parce que sa photo... Je l'avais téléchargée, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que lui là aussi, il a les Nganga qui... Il a les Nganga qui le font oublier? Non. Donc, Biban, son petit nom, c'est Power. Hein? Hein? Le nom de bandit, parce que c'est aussi un bandit. Biban, là. Voilà. Donc, il est dans la garde républicaine. Hein? Power, celui-là. OK? Donc, vous voyez que c'est presque le même visage, le même faciès. Hein? Donc, Biban, celui-là, le petit frère d'Origi Nguema. Il va être éloigné, même s'il n'a pas... Pour être moins nuisible, il ne va pas être de ça, il va plus être de ça, parmi ces sécurocrates, parce que naturellement, il fallait l'éloigner. Donc, du coup, il va plus s'appuyer sur son petit frère, parce que lui-là, c'est le fils de la mère d'Origi Nguema du côté maternel. C'est le fils de la petite sœur de la mère d'Origi, qui est morte, je crois, l'année dernière. Hein? Donc, c'est son frère. On ne dit pas cousin chez nous en Afrique. Donc, il va plus s'appuyer avec lui là parce qu'il a plus de liens avec Ankama parce qu'ils ont grandi presque ensemble. Donc, lui là, il a plus de liens puisqu'il n'a pas grandi avec Bibami Nguema. Donc, il n'y a pas trop de liens. Et il est plus facile d'être trahi. Il a compris. Donc, il a changé le dispositif. Et maintenant, ils vont réfléchir après ça. Ils vont élargir le cercle. Donc, ils vont élargir le cercle pour trouver comment dégager Origi Nguema. Et c'est curieux quand même, il y a une photo qui manque. Permettez-moi que je la retrouve là. Voilà, elle est là. Donc, c'est là où celui-là va intervenir. Il était déjà dans le dispositif. Donc, Aurélien Mitsa, il a détourné 70 milliards de francs CFA, là où il était là-bas au budget. Et Origi va se fâcher, il va le dégommer, il veut le mettre en gata, mais leur père intervient. Non, c'est ton petit frère. Il est hors de question que tu le mettes en prison. Il va être en position de faiblesse. Le petit va quand même gérer les structures comme dans le pétrole, celui qui va placer les gens, c'est un conseiller officieux. Mais Origi, là, a l'œil. Mais sauf qu'il va entrer dans un plan, toujours dans le même plan, de dégager Origi pour récupérer. Donc, le père d'Origi Nguema, il sait ça. Il sait les intentions de ses fils, ses deux fils. Mais pour lui, pour chez eux, c'est un bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il va laisser faire? Pour lui, il préférait que ce soit donc Aurélien Mitsa, qui soit là, parce qu'il est 100% franc, enfin, c'est son fils, puisqu'il a grandi avec lui. Il le maîtrise, mais pour lui, il ne maîtrise pas Origi Nguema, qui est Teke, puisqu'on est Teke des mères. Donc, il va se passer déjà ces frustrations internes. Et lui, donc, Aurélien Mitsa, va utiliser le trésor de guerre qu'il a amassé au niveau de la direction générale du budget. Parce qu'il n'a pas rendu ça. Il va l'utiliser pour fragiliser son frère. Donc, il va commencer à financer un certain nombre d'actions. Il va approcher même des militaires. Et il va faire entrer, donc, sur la piste de danse, il va faire entrer le Sénéa à l'éclos de Bilibinze. On est dans le cadre de l'UNIFA. Lorsqu'il y a eu la réunion chez Toutou Meman, Alain Claude Bilibinze n'était pas parti parce qu'on était en campagne électorale. Il se disait, moi j'ai besoin d'avoir des voix dans les autres provinces. Si j'assiste à cette réunion-là, on va me taxer des fonds. C'est pas bon. Il n'est pas parti. Mais après son échec, il a compris l'importance d'intégrer le groupe. Donc il a intégré le groupe donc, des extrémistes qui demandent la tête de Origi Nguema. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Il faut élargir justement l'horizon. Et ils vont faire entrer
Son Excellence Ondosa, président de la République élu au chômage. Parce qu'on estime qu'il a une base, qu'il a aussi un réseau et qu'il avait une expérience puisqu'il avait tenté en ayant des relations en Guinée équatoriale. Donc, son Excellence, le professeur Ondosa, président élu au chômage, entre dans la danse. Les réunions vont se passer nuitamment à Libreville. Mieux, ça va se transposer sur le terrain parisien. Parce qu'à Paris, on peut discuter librement sans le risque d'être rattrapé par la DGSS. Donc, les réunions vont se passer à Paris. On va commencer à fréquenter les salons feutrés de Paris, à la rencontre de grandes autorités pour dire, écoutez, le type-là que vous avez soutenu, il ne pose rien. Il faut qu'on le dégage. Et il n'est pas crédible. Ils vont me donner notre argument. Qu'attention, son oncle Biangema est déjà chez les Russes. Si on ne le dégage pas rapidement, il va aller chez les Russes. Donc, ils sont là à Paris, moi je vous parle. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, ils vont multiplier. Vous allez comprendre pourquoi ils m'ont attaqué. Hein? C'est ça. Parce que je suis au courant de tout. J'ai tout le plan. Et donc, ils viennent à Paris. Et ils vont mettre aussi à contribution. Ils vont mettre ce gaillard-là. Son Excellence, Xavier Junior Ndondon. Ils vont dire, écoute, tu fais l'hypocrisie, mais nous-mêmes, on doit récupérer cette affaire. Et un jour, il va commettre la maladresse, Xavier Ndondon, pour dire, mais écoute, quelqu'un qui est envoyé en fait par le système de renseignement, pour dire, mais toi, si tu te fais trop voir pour les guides, c'est dangereux ça. Est-ce que tu penses à l'après pouvoir? Et Xavier Ndondon va commettre l'erreur de dire, non, moi je suis juste pour capter mon argent, qu'est-ce que je fais avec lui? De toute façon, on va le dégager. Et ça va être rapporté fidèlement à Oligui Nguema. Et ils vont se réunir nuitamment, toujours. Ils vont avoir des réunions sur des forums, mais qui vont être infiltrés. Et dans les réunions là aussi, malheureusement, on va trouver notre frère dedans. Bob Bengom, il faisait partie de ces groupes-là, malheureusement. Pourquoi vous avez vu, lorsque Xavier Junior Ndondon a été arrêté, Bob Bengom était très solidaire et il était très virulent. Mais il était avec eux dans le dispositif. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il subit les tortures là-bas. Donc, Xavier Junior Ndondon, pour divertir, pour attirer l'attention ailleurs, il va venir dire publiquement que non, les Batékés veulent finir avec leur fils. Ils veulent enlever leur fils au lieu de dire que ce sont eux qui étaient dans le plan. Mais il va tourner pour que Oligui Nguema se méfie plus des Batékés, pour qu'il lâche, en fait. L'objectif de ça, c'était quoi? Ne pas attirer l'attention sur les extrémistes Tafan et attirer l'attention sur les extrémistes Téké. Comme ça, Oligui, eux, ils vont avoir le champ libre pour frapper. Et comme ça, il allait se méfier des extrémistes Téké qui sont dans sa sécurité. Il devait les enlever. Comme ça, avec l'espoir qu'ils deviendront vulnérables en prenant d'autres personnes, notamment ceux qu'ils avaient proposés. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de la garde républicaine, il y a eu quand même beaucoup de gardes qu'ils ont proposés. Déjà lui-même, Nguema, Bibambi Nguema, c'est un produit de Frédéric Bongo. Le Frédéric Bongo est parti, on l'a dégagé. Mais du coup, bref, mais il reste le frère d'Oligui malgré tout. Donc, Xavier Junior Ndondon, qui va l'envoyer dire ça? C'est Mintsa, Aurélien. C'est Aurélien Mintsa qui va lui dire, écoute, pour attirer l'attention sur les Batékés, pour nous permettre de nous organiser, de frapper, il faut que tu ailles faire une conférence de presse pour accuser les Batékés,
pour qu'ils soient en bisbille avec Origi, pour que Origi puisse ne plus leur accorder l'intérêt, surtout au niveau de sa sécurité. Donc, malheureusement, Xavier Junior Ndondon va être confronté à ces choix et il va accepter et il va faire un point de presse pour faire des déclarations à l'emporte-pièce. Il y a des individus au Gabon qui font de la calomnie, du mensonge sur le Conseil des rites et traditions, sur les Nganga, sur ma personne. Un de vos confrères journalistes, Jonas Boulenda, s'est rendu coupable de ce crime. Pourquoi votre confrère Jonas Boulenda s'en prend à moi? Il faut que je vous le dise. Et je vais vous raconter la vraie histoire du Gabon que personne ne vous raconte dans les médias. Depuis qu'il y a eu le coup d'État au Gabon, le général président s'est déplacé un peu partout, il allait partout en Italie, il a fait le tour du monde. Il va voir les investisseurs pour dire oui, venez investir au Gabon, etc., etc. Vous tous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui se passe. Il y a des gens au Gabon qui ont tellement d'argent qu'ils ont copieusement volé dans les caisses du pays. Ils ne savent pas quoi faire de cet argent. Chaque fois que le président du Gabon passe quelque part pour voir les investisseurs, pour dire venez investir au Gabon pour améliorer la vie des Gabonais, faire les routes, les écoles, les hôpitaux, créer de l'emploi pour que les Gabonais vivent bien, il y a des gens dans ce pays qui prennent l'argent qu'ils ont volé au Gabon, ils payent les avocats pour passer derrière, voir les mêmes hommes d'affaires pour dire ne venez pas au Gabon, c'est pas stable, il n'y a pas de droits de l'homme, il y a les crimes, etc., etc., pour gaspiller notre pays. Première chose. Et c'est bien que les médias, vous puissiez le relayer. Je le dis et nous l'assumons. Voilà ce que les Gabonais font dans votre pays. Pendant que certains veulent travailler à améliorer vos conditions de vie, il y en a qui prennent l'argent qu'ils ont volé dans les caisses du Gabon pour aller saboter ce travail-là. Ensuite, deuxième chose, et vous allez remarquer, parce que je donne toujours les preuves, depuis un moment de la transition, l'État gabonais essaie de rembourser les dettes chaque fin du mois. Mais bizarrement, la note souveraine du Gabon ne fait que baisser. On ne fait que dégrader la note économique du Gabon. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a des gens au Gabon qui payent les lobbyistes pour détruire la crédibilité économique de leur pays. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de l'argent. Conséquence, le pays, le Gabon se retrouve en récession économique parce que personne n'a envie de prêter de l'argent à un pays dont la note économique baisse. Troisième chose, ces mêmes Gabonais se sont dit, bon, il faut qu'on passe maintenant à la phase terminale de notre plan. Il faut s'en prendre en communie. Et je vous le dis, pour que vous puissiez le relayer. Je m'appelle Junior Xavier Ndondon. Je suis né à Oyem. Je suis de Mbengue. Je suis Odip. Et je répondrai de mes actes à chaque fois. Dans un pays, le Bénin, je le cite, et j'assumerai, à la présidence du Bénin, présidence de la République, des Nganga, des prêtres mystiques se sont retrouvés. Et ils ont appelé les enfants d'Adjatado, des prêtres du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Ces 5 pays, d'accord, relayer cette information. Ils se sont retrouvés à la présidence du Bénin pour concocter un plan pour déstabiliser le Gabon. À commencer par ma personne, faire ce que vous savez au Gabon, un coup d'État, pour renverser tout le Gabon et tuer les Gabonais. En représailles, Oukomeni leur a renvoyé ce vent. Vous savez ce qui s'est passé au Bénin. Première chose. Et tous les pays que j'ai cités, s'ils ne reculent pas, doivent être déstabilisés. Je répète, ça a été fait par des Gabonais, en complicité avec ces gens-là, des prêtres, des ténébreux, du Bénin, à la présidence du Bénin, avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, sponsorisés pour déstabiliser le Gabon. Voilà le vrai Gabon qui fait que M. Jonas Boulenda devient le porte-parole de ces extrémistes d'APK, avec quelques miennes qui ont décidé de renverser le pouvoir du Gabon. Les gens du Haut-Ogooué, qui ne veulent pas de leur fils comme président, au lieu d'attendre les élections, ils décident de faire un coup d'État, avec quelques miennes qui sont les gens en embuscade. Et ils ont cru bon que c'est à moi qu'il faut faire porter le chapeau. Cette campagne qui a commencé, ce n'est que le début d'une vaste campagne de dénigrement des Nganga pour créer les conditions d'une insurrection populaire, pour créer les conditions de l'émeute,
Et pour faire mieux, ils ont recruté dans le delta du Niger ce qu'on appelle des djihadistes, des mercenaires, pour venir tuer les Gabonais. Le jour où il y aura une marche au Gabon et qu'on va tirer sur un Gabonais, c'est les conditions qu'il faut pour renverser toutes les institutions. Voilà le porte-parole qu'est M. Jonas Mulenda, qui est le porte-parole de cette conspiration. Étant donné que les gens sont rentrés au Gabon pour dire qu'ils vont venir tuer les Gabonais, déstabiliser le Gabon, nous avons décidé au Conseil, tous les étrangers qui ne sont pas en règle, qui n'ont pas de papiers au Gabon, ils ont 1 mois pour quitter le Gabon. 1 mois. Sinon la terre du Gabon va les rejeter. La misère, la maladie et la mort pour tous ceux qui sont rentrés illégalement au Gabon et qui sont là pour venir gaspiller notre pays. Ensuite, nous exigeons que M. Jonas Mulenda et tous ses complices, j'exige qu'ils me présentent des excuses à moi publiques. La presse, le principe de communique, injure publique, excuse publique. S'ils ne présentent pas des excuses publiques, je prends le Gabonais à témoin et ses parents de Mandi. Je ferai de lui un exemple. À partir d'aujourd'hui, je le dis avec gravité, le Gabonais qui va encore se lever, ou l'étranger, vous venez m'insulter, insulter un membre du conseil, Nganga. Je vous le dis et j'assume, je l'envoie au cimetière. Écrivez ça. Parce que c'est terminé les blagues. Personne ne vient dire après, oh, mon fils est mort à cause de toi. Non, je vais maintenant agir. Ceux qui vont mourir, mourront. La maladie, la misère et la mort. Voilà la sentence pour tous ceux qui vont désormais, ces choses sérieuses commencent. Celui qui ouvre encore la bouche, je le répète, je ne préviendrai plus, j'agirai. Et j'aurai une gerbe de fleurs pour chacun. Et quand ils iront au cimetière, ne cherchez pas le coupable, c'est moi. Et s'ils sont forts, qu'ils aillent me porter plainte, j'assumerai mes actes. Parce que je n'insulte personne, je ne dénigre personne, je ne fais que dire la vérité. Si quelqu'un se lève encore pour accuser les Nganga du conseil de crimes rituels, de crimes de sang, prenez une gerbe de fleurs pour cette personne. J'assumerai qu'il parte parce qu'il ne sert à rien à l'humanité. Voilà, désolé, ceux qui étaient sur TikTok là, le live a été supprimé parce qu'ils ont signalé là-bas. Bon, moi, je m'en fous de toute façon. Hein. On continue sur les autres plateformes. Donc, vous avez écouté Xavier Junior Ndondo. Déjà, il m'accuse. C'est incohérent déjà. En fait, il a fait ça pour attirer l'attention sur les Batéké. Eux-mêmes, les extrémistes FAN étaient en train de faire le coup. Et ce qu'il est venu détailler là, c'est le plan de ceux qui nous ont élaboré déjà. OK? Déjà, c'est incohérent. Pourquoi? Parce que Jonas Mulenda n'est pas l'ami des Béninois. Vous le savez. Que lorsque Oligui Nguema a été attaqué par les Béninois, j'étais le seul à monter au créneau parmi les activistes pour défendre Oligui, qui n'est pourtant pas mon ami. Donc, à quel moment je vais m'entendre avec Patrice Talon? J'ai été invité au Bénin là-bas, il y a une conférence sur les journalistes africains. J'ai refusé de partir. Là-bas, c'est chez Akombesi. C'est mon pire ennemi. Donc, Akombesi va savoir que je suis là et puis il va me laisser sortir. Non. Donc, il a dit, je suis le porte-parole des extrémistes FAN, plutôt Teke, Miene, et puis des Béninois, des Nigérians. En fait, il est venu détailler tout son projet, leur projet des extrémistes. Ça n'a rien à voir. Et quand il a été arrêté, il était obligé de s'appuyer sur des arguties du genre, non, j'étais à l'état second de l'Iboga. Vous savez, quand on entre en transe, ça sort comme ça sort. Mais en fait, il n'a pas dit la vérité. Mais sauf que quand Bob Mengom va être arrêté, on va accéder à son téléphone, à ses communications. Et on va se rendre compte qu'il y a justement des messages. Et il y avait d'autres traîtres dans le forum qui donnaient déjà des informations. Et pour éviter de fuite, donc, les Bédouins qui sont intégrés dans le groupe vont se déporter à l'extérieur pour se réunir en France. Et vous pouvez poser des questions. Beaucoup de gens ne sont pas à Libreville. Hein. Beaucoup ont dit non, on va faire un check-up, comme par hasard. Comme par hasard,
vient pour son check-up. À au même moment, Maganga Moussabou aussi vient pour son check-up au même moment. Ondo, ça, il a déjà... Alors, c'est terrible. Je rigole un peu. Donc, c'est leur vrai plan qu'ils ont. Qu'ils ont détaillé là. Ce qu'ils viennent détailler, c'est leur plan. Vous savez, c'est un peu comme ça. Hein? C'est comme quand vous voulez jouer au football. Vous voyez, quand vous tirez le penalty là. Parfois, tu fais semblant de regarder à gauche alors que tu vas tirer à droite. Tu fais comme si tu allais à gauche. Hein? Vous avez vu, par exemple, récemment, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein? Sadio Mané veut, hein? Quand il veut marquer, il fait semblant comme si... Hein? C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu marquer le but. Et comme le gardien, c'est Origi Nguema, lui, je sais pas, Origi, il est de Barça. Hein? Il est de Barça ou bien du Real de Madrid. C'est un Barcelonais. Donc, ils ont voulu le dribbler en disant que non, le coup vient de chez tes parents paternels, avec la complicité de Mouleda, avec les Béninois, les Nigériens. C'était trop fort comme accusation. Trop fort de café. Donc, arrivé là-bas, il n'a pas dit, il a fait un peu l'arrogance, hein, qu'il allait sortir, parce que naturellement, il comptait, il s'est fait prendre à son propre jeu, parce qu'il comptait sur Mitsa Aurélien qui l'a envoyé faire ça. Et Mitsa Aurélien, moi je vous parle, il finance même certains syndicalistes. Il finance certains syndicalistes, vous comprenez? Ceux qui font grève là. C'est vrai, les revendications des enseignants sont légitimes. Oui, nous tous, nous sommes d'accord. Mais comme vous avez remarqué que dans ces syndicats, il y a plus même de femmes. Vous n'avez pas remarqué ça? Je n'ai rien contre eux. Il ne faut pas parce que c'est que les professionnels des raccourcis intellectuels vont dire « Ah, Moulenda est contre les femmes ». Mais non, on parle d'un sujet sérieux. Quand je parle de Bateke, il ne s'agite pas beaucoup. Donc, ce n'est pas la peine de vous agiter là pour ça. Mais vous avez remarqué que dans les syndicats, là, il y a plus de femmes et Mitsa a de l'emprise sur eux. Donc, il finance, il dit non, ne les reprenez pas, faites ça, faites ça. C'est vrai, ils ont des... Mais c'est pour fragiliser Origi Nguema. Donc, les 70 milliards qu'il a volés au niveau de la direction générale du budget, il investit ça dans la fragilisation donc, du pouvoir de son frère. Comme ça, il va être l'homme de la situation. Parce que déjà dans la famille... Mais sauf que là, à l'intérieur de leur... C'est un panier à crabes. OK? Tous ces gens que vous voyez là, c'est un panier à crabes. Vous vous souvenez lorsque Origi Nguema était allé en prison, rendre visite à... Comment s'appelle-t-il? Rendre visite à Bertrand Zibi-Abégué. Bertrand Zibi-Abégué a fait une déclaration après pour dire non, il a dit non, c'est mon frère. Enfin, voilà, prenons cette affaire-là, machin, qu'il allait le nommer vice-président, patati patata. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas de poste, officiellement. Donc, raison de sa frustration. Et les autres, donc, maintenant, quand, dans leur histoire, là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, quand ils se rapprochent de Bidi Binze, c'est pour dire à Bidi Binze, écoute, tu vas être le président de la transition. Et ils vont voir Ondo et ça, pour dire, oui, c'est toi qui as gagné, on va te rendre ton poste. Mais on le dégage d'abord. Or, en réalité, ils n'ont pas l'intention de donner ça à Ondo, ça. OK? Et quand Bidi Binze va voir Pascaline Bongo pour demander le soutien, parce que Pascaline Bongo l'a reçu déjà en décembre dernier à Paris, et là encore, je crois qu'ils sont vus. Ils ont dîné ensemble selon les informations à ma possession. Donc, c'est pour dire, parce qu'elle dit, oui, il n'y a pas de problème, faites ça. Vous avez mon soutien. Voilà l'argent même. Mais sauf que Pascaline, qui avait d'abord pensé à son mari Ping, enfin son compagnon Ping, sa tête, c'est prendre le petit junior pour le placer là. Mais Pascaline, qui est en relation avec, comment il s'appelle? Donc avec Bidi Binze, rassure que non, il n'y a pas de problème. Mais dans sa tête, il faut mettre le petit, un bongo. Et ils vont faire donc la même promesse à
Son Excellence, Ondosa, président de la République au chômage. Ils font la même promesse. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais en réalité, dans les calculs, le père d'Origi préfère que ce soit son fils là. Et c'est lui qui pourrit le climat. Il donne l'argent jusqu'aux militaires qui sont de leur... Maintenant, s'il y avait qu'à enlever Origi, il n'y a pas de problème. Dans l'absolu, si on me dit qu'on doit l'enlever même à... Il est quelle heure là? Ah, il est minuit déjà. Si on me dit on enlève à 1h du matin, je dis bravo. Parce que j'avais de rentrer chez moi. Mais sauf que le plan qui a été détaillé là, tous ceux qui nous ont retenus, recruter des mercenaires à l'étranger, des djihadistes, ce n'est pas sans conséquence pour le Gabon. Parce que ça rendrait le pays ingouvernable. Le plan B, c'est de frapper, et là, il multiplie même. Il multiplie d'aide à l'extérieur. Il demande à la France, oui, à certains Français, pas à la France même, pas à la France officielle. Ils promettent à certains hommes politiques français, voilà, si vous nous aidez à prendre cette affaire-là, à récupérer ça entre les mains d'Origi, on vous donne ceci, on vous donnera cela, pendant, au détriment de la souveraineté du Gabon. C'est là où ça pose problème. Donc, ce qu'ils voient ici, c'est pour que la condamnation soit mitigée. Ça, moi, je m'en tamponne le coquillard. Mais là où ça fait peur aussi, c'est les gens qui les amènent là. Est-ce que ils vont faire l'économie des fragiles vies des Gabonais? Je suis tenté de répondre par la négative. Pas sûr. Pas sûr. Il y aura des dégâts collatéraux. L'autre, donc, le plan B, parce qu'ils ont le plan B jusqu'à, il paraît qu'ils ont jusqu'à C. Donc, plan B, une intervention avec une intervention militaire qu'ils veulent faire, puisqu'ils ne comptent pas trop, parce que la garde républicaine est composée essentiellement des Batékés, qui sont donc fidèles à Origi Nguema. Mais ils savent aussi que mes beaux-frères Batékés, la plupart, ce sont des chasseurs de porc-épic qui ne maîtrisent pas. Donc, pour eux, il faut recruter des personnes qui sont suffisamment outillées. Donc, ils peuvent avoir militairement. Militairement, si ça échoue, ce qui fait peur, c'est le plan B. Le plan B retenu, c'est de viser le coucou d'Origi. Est-ce que vous voyez jusqu'où il... C'est ce qui fait peur. Mais le coucou d'Origi n'est pas seul là-dedans. Origi ne voyage pas seul. Si c'était Origi lui-même le pilote, comme vous voyagez, par exemple, le président Idriss Déby, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont pensé à tous ceux qui sont avec Origi? Je vous pose la question parce que le 6 avril 1994, le président Juvenal Habyarimana du Rwanda rentrait d'Arusha en Tanzanie où il y avait eu des accords d'Arusha. Et vous connaissez, son avion a été bousillé en compagnie du président de Burundi. Et il a péri là-dedans. Ça marquait le début des affrontements entre les Hutus et les Tutsis. 800 000 morts, vous vous souvenez? Moi, j'ai visité le Rwanda. Je suis allé au mémorial jusqu'à Butare. J'ai vu des crânes. C'est le pays africain où j'ai dormi à 17 h. J'étais traumatisé. Parce qu'ils ont, au mémorial, là, ils ont gardé des crânes là. Donc, vous voyez des milliers de crânes entassés. Donc, quand on a bousillé l'avion, moi, ce que j'ai craint, dans l'absolu, moi, je suis pour que, moi, à leur place, on prend Origi, moi, si c'était moi qui faisais ça, je prends Origi, comme c'est un grand assommane là, on le prend, on fait l'économie de sa fragile vie, c'est un humain, il mérite la vie, même si il supprime la vie des autres. Hein. On le prend, on l'affecte au lycée Théodore Kwawa Manji comme professeur de danse, on l'affecte au lycée Okenkali, à Okonja, ou au lycée Alexandre Samba à Makoku, pour enseigner la danse aux enfants. Mais quand vous visez le coucou, Origi n'est pas pilote, il ne voyage pas seul. Est-ce que vous pensez aux Gabonais qui sont à l'intérieur? Deuxièmement,
Est-ce que les Batékés que je connais vont laisser faire? Est-ce qu'ils ne vont pas s'en prendre aux autres communautés, même les communautés innocentes, en disant vous avez tué notre fils? Parce que c'est comme ça au Rwanda que ça a commencé. Et vous savez que même la veuve Habyarimana a été poursuivie en France. Parce qu'il y a une dame qui travaillait avec elle qui a dit que non, elle a donné des instructions. Bon, ça n'a pas été prouvé. Donc, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Est-ce qu'à cause du goût du pouvoir, on ne peut pas voir d'autres moyens d'enlever Origi, soit le chasser même par la rue, que d'utiliser des méthodes extrémistes? C'est pourquoi je vous dis que ce sont des extrémistes. Ça n'a jamais eu lieu chez nous. Mais et ce qui choque encore, c'est qu'ils ne font pas ça pour l'intérêt du peuple gabonais. Ils le font pour assouvir leurs besoins personnels. Mais que cherchent-ils, ces extrémistes-là? Les gens, pendant la campagne, ils ont été gâtés. Ils ont été gâtés. Mais que cherchent-ils? On a eu les histoires de Origiville. Vous vous souvenez? On a eu des... Hein, on a même construit toute une ville à la gloire du père d'Origi, hein, Origiville. Je vous avais montré ces images-là il n'y a pas longtemps. Ils ont eu des postes juteux, ils ont eu des ministères, ils ont eu tous les prix. Pourquoi chercher à passer par là? Moi, je veux qu'Origi parte. Moi, je veux rentrer chez moi. J'ai envie d'aller faire mes plantations en Manchi. Donc, finalement, ils se sont servis de lui. Parce que quand vous voyez les gens qui ont des appétits politiques, des appétits du pouvoir boulimique, mais ils ne le font pas pour le pouvoir gabonais, ils ne le font pas pour le peuple gabonais. Ils le font pour eux. Et ce qui est embêtant dans ce concept du NIFA-là qu'ils sont en train de vouloir mettre en pratique, ce qui est embêtant, c'est que il veut utiliser le pouvoir comme instrument de domination ou pour écraser les autres peuples. Et c'est là où c'est dangereux. Dans l'absolu, le changement n'est pas mauvais, moi je vous dis sincèrement. Lui-même, Origi est arrivé là par des méthodes fortes, oui. Et je sais qu'Origi ne partira pas par voie électorale, ça j'en suis conscient. Mais moi, les méthodes utilisées là, et les objectifs visés, qu'est-ce qu'eux ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Qu'est-ce qu'ils veulent faire du pouvoir? Est-ce que le pouvoir appartient à une ethnie ou bien le pouvoir appartient au peuple? C'est la question. J'ai beaucoup parlé, ça fait déjà 1h36, bientôt je vais vous donner la parole. Moi, j'ai bien peur pour le Gabon. Vous voyez, il y a beaucoup de prêtres, là, des pasteurs qui viennent faire des hommes de Dieu, là, qui font des prophéties. Ne rigolez pas. Hein. Le Gabon risque d'être compliqué. Moi, j'ai ma famille là-bas. J'ai mes enfants au Gabon. Et vous avez compris pourquoi Origi Nguema, qui n'est pas mon ami, vous le savez très bien, vous avez compris pourquoi Origi Nguema a bloqué Ondosa, à la famille d'Ondosa. Parce qu'il sait qu'ils sont en train de préparer la pagaille. Mais il a même été trop large avec lui. Et ils sont nombreux là à Paris. Bilibi Nzé aller à la présidence, ça veut prendre l'argent. Le moment de Bilibi Nzé, son problème c'est quoi? C'est un philo. Un vrai philo. Il va prendre l'argent chez Pascaline Bongo. Pour dire, il n'y a que moi. Il va promettre le pouvoir là aux gens. Non, il n'y a que moi qui peux récupérer ça. C'est pourquoi vous voyez, ces gens parlent avec assurance. Pour eux, le pouvoir est déjà acquis. Hein. Ils ont fixé ça à l'horizon de mars 2026, donc dans un mois. Parce que là, on arrive, enfin, on est en février déjà, donc le mois prochain. C'est ça leur... J'ai des éléments, j'ai des preuves là, mais je ne veux pas encore les balancer parce que je sais qu'ils vont réagir. Sinon, je vais les humilier. J'ai les preuves. Vous savez comment je fonctionne, non? Je balance des jets comme ça. J'attends quand les gens s'agitent, après je vais frapper.
Donc c'est Mars, l'horizon là, c'est Mars leur horizon. Mais ils veulent prendre le pouvoir pour faire quoi? Qui a dit que le pouvoir là appartient aux femmes? Le pouvoir appartient aux Gabonais. Et les femmes font partie du peuple gabonais. Oh, notre pouvoir. C'est l'Omba qui a fabriqué le pouvoir. Il a donné notre pouvoir au Bapounou. Le pouvoir appartient au peuple. Et ça nous retarde. Parce que voilà des gens qui ont tout eu. Et vous avez vu quand Oligui Nguema a déclaré sa candidature, vous avez vu que tous ceux qui étaient même dans l'Olympique, tous ont démissionné du PDG. Après s'être engraissés au PDG. Ils ont démissionné du PDG pour basculer à l'UDB d'Oligui. Ils pensaient tous être nommés, maintenant ils n'ont pas été nommés, voilà, ils se rétractent. Pour dire non, il faut le renverser. Que ce soit des gens comme nous, d'accord, nous sommes opposants, on peut renverser Oligui, quand on a la possibilité, on le fera. Mais eux, ils ont tout eu. D'abord, ce que je déplore, c'est le père d'Oligui. Ce papa-là manque de beaucoup de sagesse. Il a déjà un salaire de 95 millions de francs CFA. Même la femme, la mère d'Oligui, n'a que 46 millions. Mais lui, il a 95 millions. Qu'est-ce qu'il veut encore de plus? Pour encourager les enfants à faire ça. Et là, Oligui a honte parce que les Batéké disent, mais tu vois, non, ce sont tes parents que tu as voulu faire. Ils sont au courant. Hein? Mais sauf que, ils sont gênés. Oligui est gêné. Parce que ce sont ses frères. Il aura du mal à sévir. Sinon, il est sévir depuis. Il sait ce qui se trame là-bas. Il n'est pas aussi maboule que ça, même si mon petit frère Yann a dit qu'il est maboule. Il n'est pas si maboule que ça. Ce maboule d'Oligui, ce maboule d'Oligui, maboule qu'il est, quand tu es avec ta tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin là, le maboule d'Oligui. Non, parfois il est seulement rusé. Il vous a dit qu'il est rusé, non? Bon, bref. Mais moi, je condamne ça. Que ça vienne d'autres personnes, oui, ça va se comprendre. Ça va s'expliquer. Qu'ils fassent toute leur bagarre, mais qu'ils fassent l'économie des fragiles vies des Gabonais. On les met en garde ce soir. Parce que ce pays appartient à nous tous. Ceux qui sont en train de faire là, on les voit. On connaît les responsables, c'est identifié. Nous avons déjà un certain nombre de... Moi, personnellement. C'est pourquoi vous avez vu, ils sont venus m'insulter là, me menacer de tout. Je sais ce qu'ils sont en train de préparer. Ils avaient peur. Vous n'avez pas compris, on dit, oui, ça fait 33 ans qu'il est là, il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer parce qu'ils veulent frapper pendant que je suis au repos, que je ne viens pas vous informer. Mais j'avais prévenu quand il s'est agi d'Ali Bongo. Et là, voilà ce qui est en train de se préparer. Je vous préviens aussi. Ils vont dire, mais il est bizarre ce gars-là. Comment Oligui veut le tuer? Il vient dénoncer ça. Pourquoi il ne laisse pas les gens? Je dis non. C'est pas parce qu'on va enlever Oligui. C'est pas parce qu'Oligui veut me tuer que je dis qu'on va tuer Oligui. Non. Parce qu'Oligui ne réussira pas à faire ce qu'il fait. Parce que le Coran dit que les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs propres auteurs. Les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs propres auteurs. Mon inquiétude, c'est par rapport à sa vie. Parce que lui, il n'a pas tué Ali Bongo. Pourquoi on va souhaiter qu'il soit tué? Ali Bongo en vie. Il doit manger certainement Saboulaye fermière dorée. Mais pourquoi on ne voulait pas laisser la vie à Oligui aussi qu'il continue à manger Saboulaye fermière dorée et puis entretenir son grand harem? Il y a combien de femmes là? Bon, l'année dernière, il était encore, je sais pas, il était à 10 femmes comme ça. Et puis il va rester avec ses femmes, il va faire ses plantations. Même en Ngoni, moi je peux lui donner même plusieurs hectares là-bas chez moi à manger, surtout que là où j'ai construit, il y a beaucoup d'espace où il peut aller faire ses plantations là-bas. C'est un beau faire aller de tout. Pourquoi? Mais ce que je crains, c'est l'économie des Gabonais et les réactions des autres. Parce que je pense, vous savez, j'avais travaillé sur le Rwanda. Ce qui s'est passé au Rwanda m'a marqué. Il faut aller regarder. Parce que le problème du Gabonais, c'est que le Gabonais ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs peut arriver chez nous. Vous bombardez l'avion d'Oligui. Ok. Est-ce que les Batéké là vont se laisser faire? Moi, j'avais de savoir qu'ils me disent comment ils vont faire après.
quand ils auront bombardé l'avion de Ligi, comment ils vont prendre le pouvoir après? Est-ce que les Batekela vont les laisser? Est-ce que ça peut être le début de quelque chose? Est-ce que nous sommes seulement 3 millions d'habitants ou 2 millions, je ne sais pas. En tout cas, c'est 2 millions. Moi, l'histoire de 3 millions, je ne crois pas ça. Mais comment vous allez être demain? C'est ça ma préoccupation. Sinon, ça ne me gêne pas qu'on allait bourriguer. Mais que le sang des Gabonais ne coule pas. Vous savez, Omar Bongo disait, même Blanche, je suis venu au pouvoir, même Blanche, je m'allierai. Il ne voulait pas ça. Et même Ali Bongo l'avait compris. Sauf qu'il s'est entouré de gens bizarres là, qui aimaient sacrifier les autres. Vous avez vu qu'en 2016, Ali Bongo était prêt à partir, mais c'est les Bidibinzé qui ont dit non, non, mais ce pédant hors de question. Jusqu'à aller tuer les gens au quartier de Jean-Ping. Et là, le même Bidibinzé réapparaît. Après 14 ans au gouvernement, tu n'as rien foutu. Donc, à cause d'eux, à cause de leurs appétits de pouvoir, on veut sacrifier les Gabonais. Parce que leur plan là, ça fait froid au dos. Donc, je sais que les professionnels des raccourcis intellectuels vont dire ah, il est venu soutenir, ah, Oligui l'a payé, oh, Oligui. Oligui l'a payé. Et pourtant, quelqu'un m'a dit que non, il faut prendre l'argent quand Oligui te donne, tu pries, tu fais tout, machin. Mais je n'ai jamais eu l'argent d'Oligui. Il paraît qu'il est même radin. Enfin, il donne seulement à ses meufs. Mais moi, c'est mon Gabon. Parce que ce pays-là, je vous assure, quand je dors, même quand je suis sur une femme, je pense à mon Gabon. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, on a beaucoup parlé. Si quelqu'un a quelque chose à dire, s'il y a des questions, je suis prêt, je suis disposé à répondre à vos questions. Mais dans la courtoisie, parce que la personne qui viendra insulter, tout de suite sera bloquée. Je n'ai plus le temps d'engager les politiques oiseuses. On vient d'encore dire où sont les preuves. J'ai les preuves. Hein? Si je suis en train de mentir, qu'ils portent plainte. On va voir. Je crois que même les gens comme Londo, ça, là, ils seront expulsés d'ici. Parce que ce que je vais déposer, j'ai des trucs là. Il ne sera plus ici. Donc, même là, c'est parce qu'on n'a pas fait le bruit. Il y a quelqu'un qui a dit, Joxy Ondo Lemba, il a dit, mais il n'a qu'à expertiser les vidéos. J'ai des vidéos. J'ai des vidéos là, on voit même les barbouzes, mais je ne peux pas les exploiter là. Hein? Donc, on voit des Corses, on voit des... J'ai ça là, avec moi. Bref. Donc, je vous donne la parole si vous avez quelque chose à dire. Et... Comme ça vous glace, oui, ça fait peur, oui, c'est notre pays. Ça fait peur. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je pense à ces Gabons, je pense à ces pauvres Gabonais qui souffrent déjà. Ils sont dans la galère déjà. Est-ce qu'il faut leur imposer encore le supplice de courir avec des matelas à la tête parce qu'il faut fuir? Je ne suis pas chaud pour ça. OK? Voilà. Donc, il n'y a personne pour parler. Si vous n'avez rien à dire, moi, je vais rentrer dormir. Hein? Je sais que je n'ai pas mangé. J'ai envie de manger un peu. Voilà. Je sais que ça vous fait peur, mais je ne suis pas là pour faire peur. Je veux que vous preniez les dispositions. OK? Parce que ces pays-là, ça peut basculer à tout moment. Je vous le dis sincèrement. C'est mon pays. Je porte ce Gabon-là dans mon cœur. Vous n'imaginez pas. Parfois, j'étais sorti, j'étais fatigué. J'ai dit, est-ce que je veux tenir? Il fallait que je fasse cela parce que hier, je vous ai promis que j'allais le faire. Hier, il y a quelqu'un qui est venu couper ça. Et eux, quand ils ont fait leur plan là, ils accusent même déjà un Téquin qui est au cabinet de Liki, que c'est lui qui va te filer la balle. Je ne vais pas vous parler de la personne ici. Donc, ils ont même déjà choisi dans leur plan pour dire que c'est toi, alors que ce n'est pas. Le pauvre n'a même pas cette idée-là. Quelle affaire. Le pays là, vraiment. Votre pays là est vraiment bizarre. Hein? Mais votre pays est trop bizarre. Hein? On te mentir. Quand les gens parlent, vous arrêtez les gens, vous les enfermez, tout ça là. Donc, c'est pas la peine d'interviewer les gens. Mais votre pays est trop bizarre. Hein? On te mentir. Quand les gens parlent, vous arrêtez les gens, vous les enfermez, tout ça là. Donc, c'est pas la peine d'interviewer les gens. Bon, je vois que vous êtes 4000 là, vous avez du mal à vous prononcer. Hein? Je suppose que je suis venu pour faire peur. Hein? Je préfère vous dire.
À chaque fois qu'il y a eu quelque chose, je suis venu vous dire. Et c'est mon devoir. Ils sont à Paris pour ça. Ces assoiffés de pouvoir là. Ils n'ont rien fait du pouvoir qu'ils avaient. Mais ils se retrouvent encore à Paris pour vendre le Gabon. C'est pour ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce live après 2h38 minutes. Hein. On ne va pas rester jusqu'à 1h du matin parce que ça devient un peu, ça devient un peu lourd quand même. Voilà, je voulais juste dire aux Gabonais que la paix sociale revêt une importance fondamentale dans toute société car elle favorise la stabilité, le développement économique et le bien-être collectif. Lorsque les citoyens vivent dans un climat serein et apaisé, ils peuvent collaborer plus efficacement, participer activement à la vie communautaire et contribuer à la prospérité commune. De plus, l'absence des conflits sociaux majeurs permet aux institutions de fonctionner de manière harmonieuse et aux investissements de se développer, renforçant ainsi la confiance entre les différents acteurs sociaux. En préservant la paix sociale, une société s'assure également de maintenir l'ordre public, d'encourager le dialogue et de prévenir les tensions susceptibles de fragiliser son équilibre. Il est important de préserver aussi notre unité nationale. Comme je l'ai dit tout au long de cette émission, le pouvoir appartient au peuple, il n'appartient pas à une ethnie. Il faut éviter d'avoir ces considérations-là. L'unité nationale constitue le fondement essentiel d'une société stable et prospère. Elle favorise la cohésion sociale, renforce le sentiment d'appartenance et permet aussi aux citoyens de travailler ensemble vers des objectifs communs. Dans un contexte de diversité culturelle, comme c'est le cas chez nous au Gabon, l'unité nationale encourage le respect mutuel et la solidarité tout en préservant le vivre ensemble et la paix sociale. Lorsque les citoyens partagent des valeurs et une identité commune, ils sont préparés à surmonter les défis économiques, politiques et sociaux. L'unité nationale est ainsi un moteur de développement permettant d'assurer la solidarité et la sécurité tout en renforçant la position du pays sur la scène internationale. Alors, aux extrémistes fins qui veulent coûte que coûte prendre le pouvoir, quitte à sacrifier les Gabonais, je voudrais vous dire ce soir que ce que vous ferez vous reviendra tel un boomerang. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Merci de votre compréhension. Je vais vous avoir à l'œil. Et à chaque fois, j'aviserai. Bonsoir.